et un débat sur notre capacité à payer la nourriture. La nourriture, en France, est sans doute pas assez chère. Plus de la moitié de l'activité mondiale repose sur la fertilité des sols. Ce qu'on veut, c'est responsabiliser des grands groupes sur leur impact environnemental. L'alerte, elle est là, en fait. Ils s'en foutent complètement, c'est-à-dire ils sont là pour faire du fric. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, Légende Business avec Quentin Sagnier qui avait créé les enceintes, vous vous rappelez, de Vialet. Les enceintes de très haute qualité qui permettaient d'avoir un son exceptionnel. Il est entrepreneur, il a monté une nouvelle boîte qui s'appelle Genesis sur la qualité du sol. Parce que les sols sont abîmés avec les produits chimiques qu'on met dessus pour les cultures. Il a lancé cette boîte, il va nous expliquer aujourd'hui. Il va lancer même une campagne de crowdfunding, il va nous expliquer tout ça aujourd'hui. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, 3 émissions par semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous êtes 150 000 à nous rejoindre en moyenne chaque mois, donc merci beaucoup pour ça. On vous voit arriver, ça nous fait très plaisir. Et puis plus on est nombreux, plus on peut avoir d'invités différents. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, puis à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis sur les podcasts audio, vous pouvez le mettre en voiture. N'hésitez vraiment pas, c'est pratique. On vous met le son des vidéos 3 fois par semaine aussi, mercredi, vendredi, dimanche, avec les interviews qui sortent sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcasts. Vous êtes très nombreux, les premiers podcasts de France sur ces 3 plateformes-là. Donc merci beaucoup à tous pour tout ça. Et c'est parti maintenant avec Quentin, qui a créé De Vialet, puis Genesis sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Quentin Sagnier. On va parler d'environnement, d'agriculture et de notre belle planète. Voilà, bienvenue Quentin. Merci. Tu as créé une société qui s'appelle Genesis. Ouais. On va en parler. Et tu as créé De Vialet, tu vas en parler juste avant, si vous connaissez De Vialet. C'était les enceintes. C'est les enceintes qui sont toujours très bien, d'ailleurs, avec un son incroyable. Les enceintes jolies, on dirait des œuvres d'art qui s'écartent un peu sur le côté. Donc tu as créé ça. Et puis maintenant, tu t'es lancé dans d'autres aventures, dont une qui est d'utilité publique. On explique, mais Genesis, c'est en fait, tu mesures la qualité des sols. Et c'est un sujet... On va aborder le sujet plus en profondeur dans l'émission, mais pour que vous compreniez, voilà, c'est une émission de Légende Business. Aujourd'hui, on va parler de ce business-là. L'agriculture, parfois avec les pesticides et avec les produits, abîme les sols, les détériore. Et donc, du coup, les sols sont moins bons pour l'homme, 2, moins bons pour la nature en dessous, et 3, moins bons pour produire plus, en fait. Finalement, c'est de moins en moins naturel, les sols. En quelques mots, je démarre sur Genesis, c'est plus de la moitié de l'activité mondiale repose sur la fertilité des sols. C'est-à-dire que ça, ce qu'on porte aujourd'hui, ce que les autres, peut-être les tissus de ce studio, ce qu'on a mangé avant de se voir, etc. Tout ça, ça dépend de la fertilité du sol et c'est 50% du PIB mondial. Et il y en a partout, hein. Il y en a aussi dans les pneus des avions qui décollent. Hein. Il y a du latex, en fait. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup parce que dans les pneus d'avion, pour qu'ils soient résistants, on met beaucoup de latex. Ouais, donc des matériaux qui viennent de la nature. Voilà. Et ça, c'est... Toute notre économie et notre vie repose là-dessus. Or, 60% des sols mondiaux sont abîmés ou très abîmés. L'alerte, elle est là, en fait. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on abîme, en fait, cet environnement. Et le problème, c'est qu'on ne mesure pas, jusqu'à présent, l'état de santé, justement, de ces sols-là, et c'est là qu'on intervient. Tu sais que c'est un truc qui tourne depuis quelques temps, là, c'est marrant, depuis qu'on commence à préparer l'émission, je ne vois que ça sur les réseaux sociaux. Je vois des mèmes. Le jour, j'ai vu un mème avec une voiture, donc une photo, en gros un mème, c'est une photo un peu drôle avec une note, machin. Et là, il y a une photo avec un pare-brise rempli d'insectes, avec marqué 1990 et 2025, avec plus d'insectes sur le pare-brise. Et c'est vrai que, en parlant de ça, je m'en suis rendu compte, maintenant, quand je fais des grands trajets, que je vais à Bordeaux, dans le sud, en vacances, avec des amis, machin, et le pare-brise, il a toujours quelques insectes, il y en a toujours quelques-uns. Et en fait, il y en avait beaucoup plus avant. On avait le pare-brise qui était noir à l'époque. On devait s'arrêter tous les 200 km. Et en fait, cette vie, elle a disparu, en fait. Mais il faut voir que les insectes, ils sont aussi consommés par des oiseaux. Ces insectes... Les araignées ? Les araignées, ces insectes, ils ont aussi... ils sont nés dans les sols, ils ont été des vers, ils ont évolué, etc. Et en fait, toute la disparition de cette vie, elle est très largement liée à l'activité agricole. Mais c'est ce qui est assez logique, parce que la moitié du territoire français, la moitié de... C'est des champs ? C'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture. C'est un pays très agricole, la France. Si vous prenez le train, de toute façon, vous voyez, entre les villes, il y a quoi ? Il y a des champs. Voilà. Et ça cultive. Voilà, et ça cultive. Et donc, ce qu'on fait sur ces sols... Ou des forêts. Voilà. Et ce qu'on fait dans ces forêts aussi, parce que c'est aussi la question des forêts, ce qu'on fait sur ces sols, ça impacte l'ensemble du vivant,
Donc des animaux, de ceux-là, et puis quelle que soit leur taille. Et puis aussi l'eau, notre vie à nous, c'est-à-dire aussi la façon dont on va pouvoir ingérer des produits. Pourquoi il y a moins d'insectes? C'est les produits chimiques des sols qui ont tué les insectes? Oui, c'est les produits... dans les sols? C'est les produits dans les sols, enfin dans les sols, mais aussi dans l'air, etc., qu'on utilise pour protéger les cultures, pour augmenter la fertilité des sols, enfin, pour l'augmenter d'un point de vue chimique, en fait. C'est-à-dire, on ne fait pas confiance à la nature pour produire, de moins en moins, en fait. On veut des systèmes qui soient des systèmes répétés partout, uniformes, en fait, et on tient peu compte de la nature, en fait, quand on produit en agriculture, ce qui a des effets délétères. En fait, tu disais, le sol n'est pas le même en sud-ouest que dans le nord-est, n'est pas le même qu'au Venezuela, n'est pas le même qu'au Sahara, et pourtant on veut planter les mêmes choses aujourd'hui en partie. Et avoir les mêmes techniques de production. Et c'est vrai il faut le savoir, mais c'est intéressant, tous les produits chimiques, les perturbateurs endocriniens, ça, par exemple les fleurs, là j'ai vu que dans les bouquets de fleurs, on mettait tellement de produits chimiques sur les fleurs que s'il y a une femme enceinte dans la maison, c'est très mauvais. Ça peut perturber la grossesse, enfin, c'est assez fou. Les produits qu'il y a sur nos vêtements sont pas bons. Je sais qu'on mange, on disait l'équivalent d'une carte bleue par an en plastique par personne. C'est énorme par an, c'est quand même beaucoup. Donc maintenant, on sait que dans les bouteilles en plastique, il y a des petites particules de plastique petit à petit, qui se baladent dedans. Ma génération n'a pas connu les bouteilles en plastique tout de suite. Il n'y avait pas de... Non. C'est la génération, un peu après, il y a eu du plastique, mais avant, il n'y en avait pas partout. Là, maintenant, on boit vraiment que de l'eau dans les bouteilles en plastique, ou au robinet. Mais dans les deux cas, c'est pas bon, je crois. On constate les effets délétères d'un certain mode de production. Et la question, c'est face à ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on est capable de changer de modèle de production en offrant aux agriculteurs des revenus décents, en assurant une production importante, etc. On va revenir sur pourquoi tu as fait ça, Ouais. après avoir fait donc les enceintes de Vialet, après avoir complètement réussi. Comment tu te retrouves? C'était en 2017, c'est ça, voyage en Californie, donc à l'ouest américain. Qu'est-ce que tu vois qui te donne envie de te lancer dans Genesis, donc ta nouvelle société? En fait, souvent, en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais on sait qu'on est prêt à recevoir un signal, en fait, de quelque chose qui va nous arriver et face auquel on va se dire j'ai envie d'agir. Pour Genesis, c'est un voyage en Californie où j'allais partout, sans arrêt pour de Vialet, parce qu'on avait des clients, des partenaires là-bas. Et on fait un voyage dans les grands parcs, comme beaucoup de gens ont fait. Et le spectacle de la Californie est désespérant, en fait. Moi, j'ai une sensibilité, mais comme beaucoup d'entre nous, à la nature, à son état, à ce que je vois, etc. Et je vois des arbres millénaires qui sèchent sur pied parce qu'il n'y a plus d'eau, des kilomètres de route avec des amandiers qui sont brûlés par le soleil parce qu'on n'est plus capable de les arroser, etc. Donc je vois un état qui est un paradis, potentiellement, en termes de géographie, entre la mer, la montagne, les déserts, etc., et qui est détruit, en fait. Plus qu'en France? Oui, plus radicalement, en fait, parce c'est moins varié qu'en France comme système. Donc, quand on produit des oranges ou des amandes, on fait ça sur 40 000 hectares, avec une irrigation massive. Voilà, on a des paysages aux États-Unis, en Californie, qui sont plus grands d'un seul tenant, etc. Donc, on a des systèmes très systématiques de production, quoi. Là où on a plus de variétés, d'approches différentes en France. Plus petits. Voilà, c'est ça. Et en fait, on était, moi, très, très triste, en fait. Ça nous est arrivé de pleurer face à des paysages, vraiment, quoi. Ah oui? Ouais. Et en fait, moi, je sens, à ce moment-là, une forme d'appel, quoi. C'est-à-dire de me dire, mais il faut qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire un besoin d'agir, en fait. D'autant que je retourne dans la vallée, dans la Silicon Valley, revoir, et je leur parle de ce que j'ai vu. Et ils s'en foutent, en fait. Ça n'a rien à foutre, ouais. Mais ils s'en foutent complètement, c'est-à-dire ils sont là pour faire du fric, en fait. Et dans l'avion du retour, je me dis, je m'y colle. Je me dis, en fait, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie de... Voilà, quelle est la chose la plus simple au monde que je puisse faire et qui puisse tout changer? Et je dis ça parce que tu vois, c'est-à-dire ta capacité à agir
personnellement face à des sujets d'une ampleur pareille. Elle est a priori minuscule, quoi. Et donc, tu te lances là-dedans. Comment tu fais après? Tu regardes un peu les problèmes, tu rencontres des agriculteurs. Comment tu vas trouver exactement? Alors, je suis une famille d'agronomes, j'ai pas mal de copains agriculteurs, je m'intéresse beaucoup à la cuisine. Enfin, tu vois, Qu'est-ce que c'est qu'un agronome? Un agronome, c'est un expert de la production agricole. C'était mon père et des amis agriculteurs. Et je les réunis chez moi et je les interroge sur pourquoi on en est là, en fait. Pourquoi on a un système de production aussi délétère qui détruit autant l'environnement? Qu'est-ce qui amène, en fait, à ce système de production? Et en fait, je les interroge, ils me disent, ben oui, parce qu'on a considéré le sol simplement comme un simple support de la plante. Et puis, les plantes, on va les nourrir avec de la chimie, on va les nourrir avec de l'irrigation, etc. Et on va les faire pousser sur ce sol qu'on ne considère pas, en fait, comme un espace vivant. Et c'est ça, et c'est là l'erreur formidable, si j'ose dire. C'est-à-dire, au moment où il me dit ça, je me dis, mais c'est d'une telle aberration. Et je me dis, je dors là-dessus. Et le lendemain matin, je me dis, il faut créer une agence mondiale de notation de l'état de santé des sols cultivés. Et de mesurer l'état de santé de ces sols pour être capable d'aider les gens à prendre des décisions éclairées. Du coup, quand on mange des légumes qui ont été cultivés dans ces sols, est-ce que c'est moins bon pour nous? Dans des sols appauvris? Oui. Oui, c'est vrai. Parce que les bactéries... En fait, quand on mange, on ingère énormément de champignons, de bactéries qui contribuent à enrichir ce qu'on appelle le biotope, c'est-à-dire dans notre estomac, en fait, cette réserve de bactéries qui nous protège, en fait, on dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau, etc. Mais c'est aussi... L'intestin, le deuxième cerveau. Voilà, il y a des neurones dans l'intestin. Voilà, mais c'est aussi notre capacité de résistance. Donc, juste le petit rappel, avec le petit rapport à la médecine, c'était intéressant. Si systématiquement, chaque fois qu'on a un bobo, un problème de santé, on se bourre de médicaments, au lieu d'essayer de développer notre capacité à résister en étant en bonne santé, bien alimenté, etc., dans ces cas-là, en fait, on appauvrit sans arrêt notre capacité, nos défenses personnelles. Après qu'on ait besoin de temps en temps d'antibiotiques, voilà, on ne va pas laisser quelqu'un qui a une péritonite, évidemment, on va lui donner des antibiotiques. Les antibiotiques permettent aussi de protéger les gens. Mais on ne peut pas gérer toute sa vie, toute son activité. Avec de l'amoxicilline. Avec des antibiotiques et avec des... C'est vrai qu'on a tendance à en prendre facilement. Bah oui. Il y a des pubs d'ailleurs, à mon avis, les antibiotiques, c'est pas automatique parce qu'ils étaient obligés de rappeler, parce que sinon, dès qu'on commence à avoir un truc, on prend et hop, ça va mieux. Ben voilà. Et on est, nous, dans la même... Enfin, le sol est dans le même état que nous. On appartient... Le sol et nous, on appartient au même monde et on vient du même monde. Donc la vie, elle part du sol et elle finit dans le sol, quoi. Qui est fautif quand on dit, tiens, on met trop de... Parce que les agriculteurs sont obligés de faire ça, sinon ils ne peuvent plus vivre. C'est quoi la solution? Qui est fautif? On est tous fautifs. En fait, on est tous responsables de cet état-là. C'est-à-dire parce qu'on achète, par les décisions qu'on prend dans les entreprises dans lesquelles on travaille, dans la façon dont on nourrit notre famille. Je veux dire, on est tous d'une certaine façon fautifs. Mais notre objectif, nous, c'est pas de chercher des coupables, en fait. C'est plutôt de chercher des solutions, c'est-à-dire d'apporter, dans un premier temps, une connaissance. C'est-à-dire, non pas de problème de culpabilité, mais de dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce qu'on fait en production agricole? En France, il y a 400 000 agriculteurs, il y en a 600 millions dans le monde. Voilà, il y a des agriculteurs, il y a des endroits où on produit bien, où on contribue au développement de la nature, il y a des endroits où on fait mal. La première chose, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on fait de mal. Et c'est le rôle de Genesis de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on fait très bien et qu'on doit développer, partager, et ce qu'on fait de mal, c'est-à-dire les endroits où on se trompe, en fait. La culpabilité, je pense, elle peut venir à partir du moment où on refuse le constat. C'est-à-dire, des gens aujourd'hui qui refusent le constat du caractère délétère de l'agriculture, enfin des problèmes que pose l'agriculture à l'environnement, là, je pense qu'il y a une forme de culpabilité. Et là, il y a un problème. Mais on est là pour apporter des solutions, quoi. Pour un jus d'orange qu'on peut boire, etc., il y a toujours quelque part dans le monde une meilleure façon de produire ça. C'est où? Qui est-ce qui fait ça? Comment ils font? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du savoir-faire des uns et des autres dans cette production? Nous, on se pose la question, mais est-ce que les pays... en Inde, ils se posent la question, ils veulent déjà manger, quoi. C'est là où comment est-ce qu'on va leur amener une agriculture qui fonctionne aussi bien
tout en étant moins nocif pour la... Mais elle ne fonctionne pas si bien, en fait. Qui peut dire que notre agriculture rémunère correctement ses paysans ? Mais peut-être parce qu'on accepte aussi qu'il y ait des pays beaucoup moins chers qui amènent des fraises et qu'on vend 10 fois moins cher et qu'il n'y ait pas de taxes à l'entrée. Non, mais il y a un débat sur notre capacité à nourrir et un débat sur notre capacité à payer la nourriture. La nourriture, en France, est sans doute pas assez chère. La réalité, c'est que si on veut avoir un système de production durable, il faut accepter de la payer un peu plus cher. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des pays avec des salaires 2 fois moins élevés qui amènent leurs fraises. Oui, mais sans avoir de taille. Parce que si on prenait ne serait-ce qu'une taille sur ces fraises et qu'on les redistribuait aux agriculteurs présents en France, bah, ça équilibrerait. Oui, mais je suis... Non, mais c'est un double débat en même temps. Non, mais oui, c'est un... Mais tu as totalement raison. Non, mais c'est un point... J'en profite pour passer un message. Oui. Non, mais c'est sûr que les conditions, dès lors qu'on demande, qu'on exige des conditions de production particulières en France sur tel ou tel produit, on peut difficilement admettre que ces conditions de production respectueuses de l'environnement ne soient pas respectées par d'autres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais sur la question du prix dans l'agriculture, c'est aussi d'accepter que dans le prix qu'on va payer, il y a aussi la durabilité du système. C'est-à-dire s'assurer que vous êtes capable, qu'on est capable de continuer à produire. Et il ne s'agit pas uniquement de nous nourrir, nous, mais de nourrir nos enfants, nos petits-enfants demain, etc. Mais l'humain a toujours attendu le dernier moment pour faire ses devoirs. Mais il n'y a pas qu'un système de production qui est efficace. Ah non, bien sûr. Donc c'est pas parce que... Mais c'est bien de s'y mettre maintenant. Oui, mais c'est pas parce que le système de production, il est mauvais du point de vue environnemental, qu'il n'est pas cher, qu'il est productif et qu'il est performant. Bien sûr. Aujourd'hui, les rendements baissent sur beaucoup de cultures. Alors, à l'échelle mondiale, dans le café, le cacao, et le coton, enfin, il y a des problèmes de production majeurs avec des techniques de production qui sont des techniques de production très industrielles. Tu as l'idée, tu en parles à tes amis, des gens un petit peu informés, etc., qui viennent chez toi, tu dors sur l'idée. Comment tu montes ta boîte? Tu fais une levée de fonds au départ? Comment ça se passe pour mettre le pied à l'étrier, embaucher tes gens et commencer à travailler et trouver un produit efficace? Là, je parle à l'entrepreneur. Mais justement, c'est d'aller voir d'abord des savants. En fait, c'est de regarder comment leur œil peut briller à entendre ça, en fait. C'est-à-dire l'accueil des savants à l'idée de créer une agence qui va mesurer l'état de santé des sols, qui va permettre d'éclairer, en fait, cette connaissance sur l'impact de l'agriculture. Et ça part là, quoi. Et après, je vais chercher des biologistes, des pédologues, c'est des spécialistes du sol, des agronomes, donc des gens qui parlent de méthodes de culte de production agricole. Et pendant toute cette période, moi, je finance avec l'argent que j'ai pris quand je suis parti de Vialet, en fait. C'est d'abord... autofinance l'histoire. Voilà, donc j'autofinance. On est dans un projet qui nous excite beaucoup, quoi. Et puis on s'aperçoit que c'est possible. Puis on commence à faire des tests. On travaille avec des coopératives, on travaille avec des producteurs. Et puis on teste, et puis on regarde si en France, en Espagne, sur 5-6 bassins de production, pour voir comment on est capable de mesurer l'état de santé des sols. Et on se rend compte que c'est possible. Et nos biologistes se rendent compte que c'est possible aussi. Tu finances pendant combien de temps? Pendant 4 ans, en fait. Donc voilà, l'équipe grossit, on rajoute des gens qui sont aussi capables de concevoir une plateforme pour délivrer ces informations à des clients. Vous êtes combien? Là, aujourd'hui, on est une trentaine. Une trentaine? Oui. Donc tu finances ça les 4 premières années seul. Voilà. Tu es obligé de mettre combien sur la table? C'est important de comprendre d'où ça vient. Je mets à peu près 2 millions d'euros sur la table pour financer ça. Et puis on commence à faire une première levée dans laquelle on fait venir des gens, des individus en fait, en crowdfunding aussi, avec l'ITA, qui est une boîte qui fait ça. Et on commence à rassembler une communauté de gens en fait qui s'intéressent à cette question-là et qui ont compris le caractère transformatif de ce qu'on fait. C'est-à-dire l'information, mais c'est pas à vous qu'il faut le dire, quoi. L'information, c'est la base en fait de tout. C'est-à-dire c'est notre connaissance qui nous permet d'agir. Notre capacité à comprendre ce qui se passe et l'impact de ce qu'on fait et les risques qui sont attachés à ce qu'on fait et qui nous permet d'agir et d'être meilleur, plus performant. Tu fais rentrer donc des gens, tu arrives à lever des fonds. Ouais. Vous levez combien là? Vous arrivez à... Là, on lève 2,5 millions. 2,5 millions en plus. On double un peu la mise à ce moment-là.
Là, tu n'as pas encore de groupe, de gros groupes, c'est vraiment que des individus. À l'époque, c'est que des individus et on n'a pas de grands groupes. On a très peu de clients à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment d'abord dans le développement d'une science et d'une technique dans ce domaine-là. Et on va commencer à avoir vraiment des clients à partir de 2023, quoi. Okay. Donc ça fait, là, on rentre dans la 3e année avec des clients, quoi. Comment vous recrutez les gens qui arrivent chez vous, comme c'est quelque chose de nouveau? Il n'y a pas eu d'agence de notation encore, etc. Comment vous faites? On cherche des personnalités, en fait. On cherche des gens qui... On cherche des yeux qui brillent, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que le désir... Alors, j'ai un ami qui dit toujours, il faut toujours se méfier du désir des autres, mais en fait, j'en ai besoin, quoi, d'avoir quelqu'un qui embrasse ce projet-là, tu vois, qui me dit qu'il a envie, en fait, de venir. Et au début, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire, c'est par relation, c'est... On rencontre des spécialistes de l'environnement qui nous parlent d'une équipe qui travaille sur les outils de mesure de santé des sols, et on rencontre ces gens, et c'est des consultants mais en fait des vrais experts de ces sujets-là. Et puis en fait, on leur fait quitter leur propre boîte pour nous rejoindre. Toi, tu es né en 62, je vais juste reprendre le parcours pour comprendre. Donc, père agronome, tu l'as dit, donc spécialiste de l'agriculture, des sols et de la culture. Ta maman, professeur d'anglais. Donc, est-ce qu'on parle des entrepreneurs? Est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat? Ils ne sont pas dedans. Entrepreneur, aujourd'hui, c'est un job, quoi. C'est un job, c'est même une épopée, en fait. Tu vois, c'est valorisé par la société, etc. Dans les années 80, dans lesquelles moi je commence à être entrepreneur, c'est absolument pas le cas. Et donc, ma mère, elle me disait, mais quand est-ce que tu trouves un vrai boulot, quoi? Et quand je faisais mes études... Juste avant, tu étais un étudiant fainéant, c'est intéressant. Tu as fait études d'économie, stratégie à Dauphine et à la Sorbonne. Et tu dis que tu es un étudiant fainéant. C'est intéressant pour un mec qui va créer une boîte aussi grosse que de Vialet. Mais en fait, c'est une perception que j'avais, que j'étais fainéant, en fait, et j'arrêtais pas de travailler. Et j'avais l'impression de pas en faire assez, sur le plan académique surtout, beaucoup. C'est-à-dire, en fait, mes études m'emmerdaient, et moi, j'avais envie de faire des choses, et j'avais envie de créer. En fait, la chose la plus importante pour moi, c'est de créer, en fait. C'est d'imaginer des choses, c'est de les rendre réelles, c'est d'aller créer, quoi. Ouais, et donc, quand je créais pas et que j'avais des choses à apprendre, etc., j'avais l'impression de faire des choses inutiles et finalement de ne rien faire, en fait. En 83, tu as 21 ans. Ouais. Et tu dis que tu vas devenir riche. Tu vas bien gagner ta vie à 21 ans, alors que tu es étudiant. Oui, je deviens, en fait... Je commence à être un étudiant très riche. Parce qu'en fait, j'écris un bouquin et je développe un logiciel de finance. Je commence à vendre du matériel informatique pour des petites boîtes qui commencent... La micro-informatique se développe à ce moment-là. Elle apparaît, IBM PC, l'Apple II, le Mac, etc. Et en fait, toute la société a besoin d'intégrer ces outils-là. J'en connais un tout petit peu plus que les autres, et donc je peux aider des boîtes à faire ça. Et donc j'achète, je vends du matériel, j'aide des gens, je gagne super bien ma vie. Enfin, à l'époque, je gagne 15 000 francs par mois, quoi. Ce qui à l'époque est... En tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, c'est-à-dire, moi, je vais à Dauphine en taxi, je mange au restaurant. Enfin, voilà, ce qui est à l'époque. Non, mais c'est aujourd'hui. Ce qui n'est pas normal pour... Aujourd'hui, bon, les gens prennent moins le taxi, mais ils vont beaucoup plus au restaurant. Mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose de très atypique. Tu veux ta vie, tu vas t'acheter un premier Macintosh à l'époque, en 85. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je suis allé dans une boutique. J'ai vu ce truc. Et c'est encore un appel, tu vois. C'est-à-dire, j'essaie ce truc, je me dis, mais tout va changer, quoi. Et je cours à la banque. Et à l'époque, donc je suis étudiant, je cours à la banque, j'emprunte 20 000 francs. Et puis, quelques semaines après, je viens chercher mon Macintosh sans savoir exactement ce que j'avais pourquoi je l'avais acheté. Sauf que je savais que la révolution était là, quoi. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec un Macintosh à l'époque? À l'époque, tu peux faire tout mes mémoires de la fac dessus, développer des systèmes sur un tableur, faire ce que
à des choses qui sont rudimentaires et qu'on fait sur un téléphone portable. Ça t'a servi pour les études? Ouais, parce que je rendais les trucs les mieux gaulés. Et puis j'avais cette curiosité et cet appétit-là. Et puis que je pouvais former les autres, je pouvais les aider, je pouvais être utile en fait. Tu veux pas envoyer de CV quand tu finis tes études? Pourquoi? Je peux pas obéir en fait. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas obéir, envoyer un CV, c'est juste se présenter. Mais non, mais c'est une carte de visite en fait. C'est que je sais ce que je veux faire. C'est-à-dire je sais des choses que j'ai envie de faire. Et donc je sais que si on me dit plutôt que de faire ça, tu vas faire ça, moi ça me fait profondément souffrir quoi. C'est pas tu vois, c'est pas je refuse d'obéir parce que voilà, évidemment, j'obéis aussi aux contraintes de la vie, etc. Mais au fond, je peux pas faire quelque chose contre moi-même, avec lequel je me sens pas en accord profond, quoi. Ouais, tu n'arriveras pas à t'investir si tu n'es pas sûr de la Voilà. Je peux pas faire des choses très difficiles si je suis pas profondément en accord avec ce que je fais. Et quand tu entreprends, tu fais des choses très difficiles. Entre l'idée et faire... La concrétisation. Voilà, c'est faire qui est difficile. Faire légende, il y a 1 million de gens qui ont pu penser faire ça. Et vous l'avez fait. Et avant le succès, il y a tout le reste, il y a toute la route qui est compliquée. Et quand le succès vient, ça continue à être très compliqué. Donc voilà, et en tant qu'entrepreneur, pour nous investir fortement dans ce qu'on fait, on a besoin d'y croire. On a besoin de croire à quelque chose qui nous dépasse, en fait. Tu vas créer ta boîte de conseil. Cette fois, tu as 25 ans, donc quelques années après. C'est quoi une boîte de conseil? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a conseil et conseil. Ouais. Donc, à l'époque, on est au moment des privatisations. Donc, c'est année. Là, on est en 80, entre 85 et 88. C'est-à-dire, il y a des dénationalisations. Donc, il y a un certain nombre de groupes qui s'internationalisent. Et en fait, ces entreprises, elles ont besoin d'arriver sur des terrains nouveaux, de commencer à communiquer à un public mondial, etc. Et je m'associe et on monte une boîte où on va conseiller ces groupes et on va les aider à s'internationaliser et à communiquer. Et à l'époque, voilà, on est un peu comme dans le cas de l'IA aujourd'hui ou les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est les débuts. Qui nous apprend ça? Mais c'est nos enfants, quoi. Quand je parle la première fois à mes enfants de Legend, ils me disent évidemment, quoi. Non, mais voilà. Et voilà, c'est parce que eux, ils savent, quoi. Et ça, c'est assez jubilatoire. Mais je pense que le plaisir que les jeunes aujourd'hui ont à expliquer les réseaux sociaux ou l'IA à leurs aînés, voilà, c'est exactement ce que je ressens à l'époque. Et qu'est-ce que tu découvres sur toi là, avant de passer à ton côté entrepreneur, vraiment, et les boîtes que tu vas monter après? Je découvre que j'aime convaincre. C'est un mot à la mode, ça. Mes fils disent blindé, mais je suis à la fois très émotif et capable d'encaisser énormément, en fait. Donc résilient, convient bien. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire je sens que c'est un bambou qui est solide, mais qui peut... Voilà, je sens ce que je chope, en fait, mais je résiste fortement à ça. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose de nécessaire. Ah, il faut être résilient. Ouais, voilà. Parce que en plus, le fait que même la route est sinueuse, mais en plus, il y en a qui te mettent des petits bâtons dans les roues, c'est pas rigolo. Ça peut arriver. Non, mais la route est sinueuse parce qu'on c'est des Everest, quoi. C'est-à-dire on cherche quelque chose par rapport à un rêve, par rapport un désir très fort qu'on a de quelque chose. La route la plus capable d'arriver en haut, c'est une route qui va passer par des endroits qui sont parfois qui nous éloignent en fait du sommet, mais qui sont nécessaires parce que tout droit il y a des embûches, il y a des gens qui sèment des coups. Ça ne doit pas être beaucoup plus facile dans le milieu de l'industrie non plus. Hein. Après, non. Je pense que tu as les concurrents qui ne doivent pas vous aider. Bien sûr. On va y arriver. Tu fais 20 ans de conseil, tu vas quitter le conseil donc en 2008. Tu vas déposer le bilan après 20 ans. Ouais. C'est parce que tu voulais faire autre chose ou parce que les affaires, c'est plus compliqué au bout de 20 ans? Le monde a changé? Le monde a changé. 2008, c'est la crise des subprimes. Bon, pour ceux qui ont vécu ça, c'est une crise d'une violence. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, qu'est-ce que c'est que la crise des subprimes? Pour que tout le monde puisse comprendre. En gros, c'est des situations en fait, de banques qui ont acheté
des crédits de très très mauvaise qualité. Tous les créanciers, les emprunteurs ne vont jamais pouvoir payer. Et il y a des banques, notamment Lehman Brothers, qui est une banque américaine, qui a plus d'un siècle et qui va être balayée en fait par cette situation-là. Donc il y a une crise mondiale de confiance en fait dans le système bancaire et tout s'effondre à ce moment-là. Et en fait, un an avant, on a créé De Vialet. Donc je sais que j'ai envie de ça, que je n'ai plus envie de faire du conseil et je dépose le bilan. Et ouais, ça va déjà pas fort la boîte. Voilà. Comment t'as l'idée en parallèle de Vialet? Bah, mais ça aussi, c'est un appel divin, émotionnel. Non, mais pas divin, mais c'est-à-dire c'est un moment, c'est un rêve de gosse. Et donc avec un de mes cousins, on a ce rêve de monter une boîte dans l'audio et qui reste tout le temps. Comme il est têtu, à peu près autant que moi, régulièrement, il vient avec des projets jusqu'au jour où il me présente des ingénieurs qui ont inventé en fait un système d'amplification nouveau. Hybride qui va être le départ de De Vialet et on va écouter en fait cet ampli et voilà, je vais tomber en larmes et ah oui, t'as un petit cœur tout mou. Je suis petite nature, voilà. Non mais c'est Ils vont te faire écouter quoi pour que tu pleures? C'est le deuxième mouvement du 23e concerto de Mozart. Qui est, je vais pas vous le faire, mais c'est lacrymal, vraiment. Enfin, c'est très émouvant, en fait. Et le son, tu prends une claque parce que c'est très, très beau? Parce que c'est très, très beau, en fait. Parce que dans la musique, mais dans l'art, enfin, c'est le détail qui compte. Voilà, c'est l'accroche d'un riff de guitare, c'est le doigtier du pianiste sur le piano, c'est la respiration de l'orchestre. C'est des petites choses, en fait, qui nous bouleversent. Et en fait, quand vous avez un système qui reproduit fidèlement ces détails-là, alors vous pouvez être bouleversé, quoi. Donc il te fait écouter ça, et là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là je tombe comme ça. T'as jamais entendu une aussi, enfin. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça arrive souvent dans le son, parce que après je l'ai fait vivre à beaucoup de gens cette histoire-là. Dont Jay-Z. Dont Jay-Z, voilà Qui a pleuré ? Qui a pleuré aussi. C'est faire vivre aux gens ça. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est de faire vivre ces émotions-là aux gens et de les vivre avec eux. Parce que la musique, la beauté nous sauve de tout. La beauté, je veux dire, voilà, si dans la vie, vous avez un moment de désespoir, de tristesse, de crise, etc., mais allez dans la nature, allez dans les musées, allez écouter de la musique. C'est ça qui nous sauve, en fait. Et donc, vous lancez, vous êtes combien d'associés? 4, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment tu choisis tes associés? Bah là, les bons associés? Ils sont là, il y a mon cousin et il y a moi, quoi. Ils cherchent un gars de business, en fait. Il y a un designer, il y a des ingénieurs, et ils cherchent quelqu'un pour piloter ça. Là, tu as besoin d'argent au départ pour lancer cette machine? Ouais, alors on a levé auprès de particuliers. Ah, toujours? Voilà, toujours. Ça a toujours été ton fonctionnement. Donc, on va y venir pour Genesis. On va en parler pour Genesis. À partir de combien, d'ailleurs, les crowdfunding, c'est ouvert? Il faut forcément mettre 1 million d'euros, alors, 500 000 euros? À l'époque, chez De Vialet, c'était pas mal de... C'était 20 000 euros à l'époque chez De Vialet. D'accord. Bon, on a accepté quelques-uns à plus, voilà, en fonction de leur degré d'enthousiasme. Mais on a levé auprès de particuliers, parce que justement, cette relation personnelle, en fait, cet enthousiasme qui naissait de l'écoute, ils avaient envie de participer, en fait, à cette aventure-là. Tu avais besoin de combien pour lancer ça? Alors, estimé à combien? Ouais, on a levé 3 millions, puis globalement 17 millions avec des particuliers, puis finalement aussi 160 millions avec des industriels, des groupes, des investisseurs 160, variés. Ouais. Donc c'est... Voilà, parce que c'est une activité capitalistique, on développe nos propres magasins, qu'on développe nos propres outils industriels, et il faut beaucoup d'argent pour être capable de faire ça, ouais. Ça a suffi pour lancer la machine? Tu as dû refaire. Oui, parce qu'on l'a fait. Bon, on n'a pas levé tout ça d'un seul tenant, quoi. On a fait progressivement. C'était fait en France? C'était fait en France. Quand vous inventez des nouveaux produits, vous avez besoin aussi d'inventer des nouvelles façons de produire. C'est-à-dire, si on demande à un fabricant de voitures, par exemple, pour prendre une idée simple,
de voitures thermiques, de faire des voitures électriques. Il prend une voiture thermique, il démonte le moteur et remplace par un moteur électrique. Mais c'est sans doute pas la meilleure façon de faire une voiture électrique, en fait. Concevoir une voiture qui serait d'emblée une voiture électrique, ça suppose des outils industriels, une approche qui serait différente. Et c'est exactement ça pour De Vialet, c'est-à-dire on peut faire produire des produits, on peut faire produire en Chine, mais ce qu'on va produire en Chine, c'est quelque chose qui ressemble à tout ce que font les autres. Tu voulais que tout le monde écoute avec De Vialet, que ce soit des gens de la mode, de la finance, de machin. Tu voulais essayer de toucher un peu tous les secteurs. Comment Jay-Z se retrouve à pleurer sur une enceinte De Vialet? On est à Los Angeles et on rencontre un avocat et on lui présente De Vialet, on lui fait écouter. Le mec, il dit, mais c'est une tuerie, ce truc. Et les avocats sont dans le domaine de la musique, des gens très puissants à Los Angeles. Et il nous dit, il faut que vous alliez voir machin qui est le président de Paramount, il faut que vous alliez voir machin. Une sorte de tournée, quoi. Voilà. Et il nous fait la tournée. Jusqu'au moment où on arrive en face de Jay Brown, qui est le CEO de la boîte de Jay-Z, et où on lui présente ce qu'on fait. Et pendant qu'on est en train de lui présenter, il reçoit un message de Jay-Z à Oslo avec une photo du fantôme en montrant « Je viens de voir ce truc, il faut contacter ces gens-là. » Incroyable, le timing est... Donc c'est quand même... Mais en fait, ça arrive parce qu'on est là, quoi. Voilà. Parce qu'on est allé à Oslo quelques semaines... Qui provoque l'opportunité. Voilà. Et donc, on arrive devant lui. Et c'est... Devant Jay-Z? Voilà. Tu vas le rencontrer à New York? Voilà, donc on va le rencontrer à New York. Et je lui raconte mon désir de ça. Je lui fais écouter. Et il est super ému. Et il va investir dans la boîte. Ah, waouh. Voilà. Il est en associé. Voilà, c'est ça, exactement. C'est parfois des moments de flow. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est des moments de flux, on appelle en psychologie. C'est-à-dire des moments où, en fait, tu te mets beaucoup en danger. Tu es très concentré. Tu as un désir très fort de quelque chose. Et à ce moment-là, tu réalises des choses, tu fais des choses, tu déploies des... Tu provoques. Voilà, tu provoques et tu déploies des talents dont tu te croyais incapable. Et dans le domaine du sport, par exemple, on voit des choses comme ça. En 2015, vous avez traversé une période difficile avec De Vialet. Ça a fonctionné très fort. Après, pourquoi ça s'est calmé en 2015 ? En fait, c'est au moment du lancement de Fantôme. On a un outil... Fantôme, c'est le modèle. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est le moment où ça décolle vraiment, sauf qu'on a des problèmes industriels et qu'on a du mal à fournir, en fait. À produire assez. À produire suffisamment. Et donc, en fait, on est dans une situation dans laquelle, à la fin de l'été, on a consommé beaucoup de cash et on a du mal, en fait, à livrer les produits. Et ça va être résolu quelques semaines après. Mais on est justement, là, on est dans une situation de danger extrême. Alors que ça marche. Oui, ça marche. Le décollage est là, les ventes sont là. Mais on a du mal à produire. Et tant qu'un produit n'est pas parfait, il ne sort pas de l'usine. Donc, tu peux accumuler des centaines de produits sur lesquels il y a des choses à revoir. Il n'y a pas un produit qui sort, quoi. Donc, il faut être capable de faire ça, quoi. Et là, vous cherchez donc des gens qui vont vous aider à rentrer de l'argent encore un peu pour... En fait, on est plutôt dans une situation dans laquelle on risque de perdre de la boîte parce que les investisseurs existants sont plutôt là à essayer de prendre le contrôle de la boîte en profitant de cette opportunité-là. Et en fait, mais c'est exactement un épisode de flux, de flow que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire... T'es dans une situation de danger extrême, t'es hyper concentré sur ton objectif, et là, je vais trouver 12 millions d'euros dans la journée à Londres auprès de quelqu'un que je ne connaissais pas de la veille, quoi. Comment tu vas trouver 12 millions d'euros en une journée comme ça ? En fait, c'est des situations dans lesquelles on est en danger. Il y a un danger de vie ou de mort, de certaine façon, hyper concentré sur un objectif, avec une très grande confiance en soi, enfin une forme de calme, de sérénité. Et en fait, tu te sens invincible, quoi. Et donc, je vais rencontrer cette personne à Londres. Je vais expliquer la situation dans laquelle elle est et le besoin qu'on a d'argent dont on a besoin. Et au bout d'un certain temps, il me dit... je lui demande, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Parce que j'ai un autre rendez-vous et je voudrais savoir... ce que je fais, est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas ? Est-ce que vous pensez qu'on va...
Il me dit, viens, et on va visiter des galeries de peinture dans Londres. On va déjeuner dans un restaurant luxueux japonais. On revient, il va me filer un engagement, un engagement de 12 millions. Il te sauve. Dans la boîte. Et donc, il me sauve, ouais. Incroyable. Et après, ça va repartir. Et après, ça va repartir. Ouais. Bon, encore plus fort qu'avant. Ah, oui, bien sûr. Ça représente quoi? C'est important de comprendre en échelle, même ça fait rêver les succès, c'est bien. Ça donne des modèles. Tu vends combien de pièces? Combien tu vends d'enceintes par an? On part vraiment de zéro, et puis on passe de zéro à 100 millions d'euros en 7 ans, quoi. Donc voilà, et puis on développe des outils industriels, on développe des boutiques, on ouvre des boutiques aux États-Unis, à Taïwan, en Chine, en Corée, enfin voilà, à Singapour, à Hong Kong. Enfin, tu passes de 4 personnes à 500 personnes, quoi. Vous voulez même, je crois qu'Apple, vous avez failli avoir un deal avec eux pour en mettre dans les Apple Store. On a mis nos... C'est eux qui vous appellent? Nous, on demande en fait à Marc Benioff, le patron de Salesforce, que j'ai rencontré, les mêmes circonstances à chaque fois. C'est-à-dire aller voir Marc Benioff, qui est un passionné de musique, le faire kiffer avec la Fantôme. Ouais, tu savais que c'était à chaque fois un 100%. Voilà, exactement. Comme le produit est bon. Exactement. Et donc, un jour, on lui demande, tu connais pas quelqu'un chez Apple? Et un quart d'heure après, il nous renvoie, il nous met en contact avec Angela Ahrendts, à l'époque, qui est la numéro 2 d'Apple. Et on va la rencontrer quelques semaines après. Et pareil, la même situation, le même flow, voilà, où elle va nous demander, au bout d'une heure, mais je veux que vous veniez dans les Apple Store. Et on est le 23 octobre, et le 8 décembre, on est dans les Apple Store aux US, quoi. Pourquoi tu vas quitter De Vialet en 2018, alors que c'est en train de devenir énorme? Parce que la gouvernance est devenue très compliquée, qu'on a levé beaucoup d'argent, que ça a été très très dur. Et parce qu'il s'est passé aussi mon voyage en Californie et le fait que j'ai envie de faire autre chose, quoi. Que ça a été une vie incroyable pendant 10 ans. Tu dis la gouvernance, pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, ouais. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer des investisseurs, tu dilues tes parts, donc tu fais rentrer des gens, donc tu as de moins en moins de parts de la boîte, et après il y en a qui ont le contrôle. Voilà, et rappelez-vous, je n'aime pas trop obéir, donc je n'obéis pas. Et donc il est mieux que je parte, en fait, et que j'aille faire autre chose. Et ce que j'aime, c'est créer. Je suis pas un gestionnaire, en fait. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et donc... Ils te rachètent tes parts? Comment ça se passe quand tu parles d'une boîte comme ça? Ouais, c'est ça. On me rachète mes parts, ouais. Comment on vend ces parts de boîte? Tu as des gens qui te proposent? Tu les vends à tes associés, au groupe? Je vends à des investisseurs qui sont déjà dans la boîte et qui sont intéressés de monter au capital. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs avec lesquels je m'entends très bien, et puis d'autres avec lesquels les relations sont plus compliquées. Et donc, comment ça se passe à ce moment-là? Tu prends un chèque, tu t'en vas tout de suite, ou c'est des trucs? Oui, enfin, je m'en vais d'abord et je prends mon chèque plus tard. D'accord. Moi, je pouvais pas rester, ouais. Et donc, là, tu vas te retrouver dans cette période-là. On va y revenir, du coup, à Genesis. De quoi tu as besoin aujourd'hui, maintenant que tu as créé ça? Tu disais, il y a une trentaine de personnes. Je crois que tu vas refaire une campagne de crowdfunding pour aussi faire rentrer des privés, c'est toujours, pas des groupes. Ouais, alors on a besoin de développer notre activité. On travaille avec des grands groupes. Nos clients, c'est des grands groupes, hein. Ce qu'on veut, c'est responsabiliser des grands groupes biosourcés, on dit, c'est-à-dire des groupes qui achètent des produits qui viennent de l'agriculture et de la forêt. On veut les responsabiliser sur leur impact environnemental, c'est-à-dire leur fournir des outils qui leur permettent de piloter, en fait, leur impact environnemental. Voilà, donc on cherche des clients. Donc nos clients, c'est des gens comme Nestlé, c'est des gens comme L'Oréal, c'est des gens comme LVMH. Voilà, et on travaille partout dans le monde pour ces gens-là. On a besoin de talents, en data, voilà, de recruter, quoi. Ouais, de recruter. Je mettrai les liens que tu me donneras sous la vidéo, dans la description, si ça vous intéresse d'aller, dans la description de Spotify, Deezer, Apple Podcast, si vous voulez aller voir, je vous mettrai tout ça aussi. Voilà, donc on cherche des talents, en particulier dans le domaine de la donnée, des spécialistes de l'IA, du machine learning, enfin de tous ces aspects-là. Et puis on a besoin de lever des fonds, parce que la société, pour l'instant, n'est pas encore rentable. Notre objectif, c'est d'être rentable dans 2 ans, en 2027.
Et on a besoin pour ça de lever des fonds et on a envie d'accroître la taille de notre communauté. C'est-à-dire qu'on a envie que cette passion qu'on a pour la transformation d'un modèle de production agricole vers un modèle qui soit plus résilient, qui soit plus favorable au développement de l'environnement, d'avoir des gens qui nous accompagnent dans ça. C'est-à-dire, et avec une forme de vision de l'environnement qui ne soit pas une vision punitive, mais une vision joyeuse de ce qu'on peut créer, en fait. Pour expliquer très simplement, quand tu donnes une note, je crois que tu vas déjà donner à des agriculteurs, ça tu vas pas le faire payer, je crois, il y a une partie, tu vas donner une partie, c'est les groupes qui vont payer, etc. Et comme ça, l'agriculteur peut vous envoyer un morceau de sa terre et vous pouvez l'évaluer gratuitement. Alors, c'est un peu ça, c'est-à-dire... J'ai vraiment simplifié, mais... C'est simplifié, mais l'idée, c'est de dire, par exemple, je m'approvisionne en café dans une vingtaine de pays. Nous, on va aller mesurer les terres sur lesquelles s'approvisionne ce client. Et on va faire pour ça des analyses de sol. On va prélever les sols et on va les analyser. Et on va leur donner un score de santé. Et un score qui est comparable, quel que soit le type de sol, le type de climat, etc. On va mesurer des choses qui, en fonction du type de sol, peuvent être différents, mais que nous, on va ramener sur une même échelle de santé. Si c'est pas bon, qu'est-ce que vous leur proposez des solutions? Oui, parce en même temps qu'on analyse cette santé et qu'on la rend comparable entre deux parcelles, entre deux fermes, entre deux pays, etc., on relie ces informations, cette connaissance de l'état de santé des sols, avec les pratiques agricoles pour identifier les bonnes et les mauvaises pratiques. C'est-à-dire pour comprendre dans les plantations de café, qu'est-ce qu'on fait qui est vraiment formidable et qu'est-ce qu'on fait qui, au contraire, détruit l'environnement. Et donc, cette connaissance permet de dire, oula, il faut que je pousse sur telle pratique parce que je sais qu'elle a un impact positif et il faut que j'arrête telle autre parce que je sais qu'elle a un mauvais impact. Et toutes ces informations, elles sont gratuites pour les agriculteurs. L'idée, c'est de les faire payer par les chaînes qu'on appelle aval, les chaînes d'approvisionnement, par les industriels, les transformateurs, etc., et pas par les agriculteurs. C'est un peu de faire avancer le monde, en vrai. Exactement. Et c'est de donner à ces entreprises-là des outils, en fait, de pilotage de leur durabilité comme ça. 59% des agriculteurs ont perçu une baisse de leur salaire en 2024. C'est un vrai sujet aussi. Donc c'est bien sûr un vrai sujet. Mais ça montre bien qu'il y a un problème dans le... Voilà, qu'il y a un problème de modèle, pas uniquement de modèle environnemental, mais aussi de modèle économique, et qu'il faut repenser globalement la façon de produire et aussi la façon dont on partage les richesses entre les agriculteurs et les industriels et les consommateurs. Il y a un laboratoire qui a été à l'origine de la polémique sur le glyphosate, c'est Monsanto. Est-ce que toi, tu contactes justement ces groupes pour essayer de voir comment on peut améliorer, comment on peut trouver des solutions qui aillent à tout le monde, entre guillemets? On ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions. Donc nous, on n'a pas d'a priori contre n'importe quel acteur qui voudrait regarder, mesurer son impact environnemental. Je prends un exemple qui pourrait être un exemple polémique. C'est un producteur de tabac qui vient nous voir. Moi, je me dis, si au lieu de produire du tabac en détruisant l'environnement, on est capable de produire du tabac en ayant un effet positif sur l'environnement, ça ne me gêne pas de travailler en production de tabac. Je n'ai pas un jugement moral sur les gens. Ce que je constate sur des cas comme Monsanto, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à sortir de leur modèle. Quand un agriculteur il met un produit de ce type-là sur son champ, c'est pour se couvrir par rapport à un risque. Vous ne mettez pas la chimie, ou vous mettez la chimie à moindre dose, le moins possible. Pour le reste, vous allez m'acheter une assurance. C'est-à-dire, je vais couvrir votre récolte, non pas avec de la chimie, mais avec une assurance. Aujourd'hui, l'objectif, globalement, c'est de réduire de manière drastique l'usage de produits chimiques, de les limiter à des usages qui sont absolument indispensables. Donc, ce n'est pas notre priorité que de travailler avec ces gens-là. Avant, on mettait les champs en jachère. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, tous les 3 ans, il y avait un champ. Mettre en jachère, c'est-à-dire qu'on ne fait rien sur le champ pendant 1 an, pendant une saison, une récolte, etc. C'est-à-dire de laisser justement les vers de terre revenir, la nature repousser, etc. Est-ce qu'on fait encore ça? Oui, on fait ça. On fait ça, mais on peut faire même mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre des cultures qui vont participer au développement du vivant pendant
une année. Il y a des cultures de jachère, c'est-à-dire que c'est pas uniquement ne rien faire, mais ça peut être faire des choses dans lesquelles on va ramener de la biodiversité dans ce champ-là. Il y a plein de choses possibles. Je mettrai, donc du coup, tu me donneras tous les liens que tu veux qu'on mette dans la description si vous voulez. Donc voilà, je vous rappelle, hein, c'est Genesis, voilà, sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description du site, mais si vous voulez aller voir pour rajouter, je sais pas, même proposer votre candidature sur une offre d'emploi, si vous voulez participer au crowdfunding et participer aussi au financement, à partir de 10 €, tu disais. À partir de 10 €, une action. Voilà, donc c'est vraiment... c'est ouvert à tout le monde, quoi. À tout le monde, ouais, c'est ce qu'on veut, ouais. Juste pour terminer, vie de famille, comment tu as géré? C'est intéressant d'avoir montré comment tu as trouvé l'équilibre, ou pas d'ailleurs, entre ta vie de famille et ta vie professionnelle qui a été très chargée. Ouais. Comment tu as fait? J'ai 4 enfants. Bravo. Une épouse et 4 enfants. Et qui est une passion pour moi, enfin ma famille. Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a le temps qu'on leur consacre et sur lequel j'ai dû faire des sacrifices à certains moments qui étaient importants. Et il y a aussi ce que vous racontez de la vie en faisant ce que vous faites. Et je pense que je leur ai offert ça, c'est-à-dire de leur montrer qu'on peut être un homme libre, qu'on peut mener sa vie et qu'on peut construire son aventure, en fait. On peut construire son épopée comme je l'ai fait, et qu'en même temps, j'essaie d'être là au moment important. Et je pense que aujourd'hui encore, je répare des choses qui ont peut-être été brisées ou compliquées à l'époque, quoi. Mais il y a eu des vrais sacrifices, quand même. Ouais, je pense, mais ils auraient peut-être existé dans d'autres circonstances. Mais forcément, on est toujours des parents imparfaits, quoi. Est-ce que tu as raté un moment tu n'aurais aimé pas rater physiquement? Je parle, tu sais, quand on a beaucoup de réunions, tu voyageais beaucoup, tu le disais, on t'entendait. Est-ce qu'il y a un moment que tu as raté, tu t'es dit là, il faut que je fasse attention la prochaine fois, je ne peux plus rater ces moments? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est intéressant. Non, mais je n'ai pas raté la naissance d'un enfant ou des choses comme ça. Mais non, mais ça peut être les premiers pas, ça peut être un premier je t'aime, un premier papa. Non, ouais, non, ça, non. Non, mais non. Un anniversaire? Tu peux rater un anniversaire? Non, je ne pense pas beaucoup. Mais j'ai sûrement raté des choses. Tu disais, pendant la préparation, avec beaucoup d'argent, la vie n'est pas forcément meilleure. C'est plus facile avec de l'argent, globalement. Mais avec beaucoup d'argent, la vie n'est pas forcément meilleure. Je veux dire, c'est que vous faites quoi, en fait, vous faites quoi de votre vie? Et l'autre chose, c'est quand on est un entrepreneur, on n'entreprend pas pour l'argent, quoi. C'est-à-dire, c'est pas assez. C'est une faible rétribution que de recevoir uniquement de l'argent pour le mal qu'on se donne, quoi. Donc c'est bien des aventures humaines. C'est bien le chemin qui compte, c'est bien tout ce qu'on va faire tout au long du chemin. Il faut être animé par quelque chose. Il faut être animé par quelque chose, ouais. Et parfois, la vie d'entrepreneur hystérise un peu. Tu es surimpliqué, surexcité, surému, sur tout. Ah oui, voilà. Tu es à fleur de peau. Voilà, à fleur de peau. Donc ça hystérise. C'est ça que je veux dire par hystérise. C'est-à-dire, ton niveau émotionnel sur tous les aspects, il est au maximum en permanence. C'est complètement moi. Voilà. Et donc, mais non, mais c'est vrai. C'est à la fois bon et tu en souffres en même temps. Tu vois, c'est en même temps, voilà, tu peux avoir une petite pointe au cœur. C'est important de trouver aussi des moments de paix, voilà. Et la famille offre ça, ma femme offre ça, son soutien m'offre ça. Juste, tu t'es pas mis PDG, tu as mis ton associé, Adrien de Malray, en PDG. Est-ce que c'est une volonté? Enfin, pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'on apprend de la vie, en fait. Et on apprend qu'on est plus un créateur qu'un manager, qu'on n'a pas forcément la patience de gérer les gens, qu'on n'a pas forcément le talent pour être un organisateur de folie, parce qu'il y a sur ces plans-là des gens qui savent faire mieux que toi, en fait. Je sais inspirer comme peu de gens, je sais résoudre des problèmes comme peu de gens. Et Adrienne, elle a un drive pas possible pour porter la boîte. Elle est formidable avec les équipes. Elle est, voilà, c'est aussi une développeuse. Voilà, et je pense qu'elle se découvre même énormément de talent en faisant ce job-là. Et tu connais tes qualités, tes défauts. Je pense que je finis par connaître mes qualités et mes défauts. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes de Genesis? C'est terminé. Ouais. Après le crowdfunding. Ouais. Donc c'est nous déployer, continuer à nous déployer dans le monde
parce qu'on travaille en Australie, on travaille en Inde, on travaille aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, etc. Mais Grandir. voilà, grandir, couvrir de plus en plus d'hectares et de cultures dans le monde entier, et de commencer à voir en fait les fruits de ce qu'on fait, c'est-à-dire voir nos clients changer. C'est-à-dire, on a des clients aujourd'hui qui, parce qu'ils travaillent avec nous, changent profondément la façon dont ils s'approvisionnent. C'est-à-dire, ça va prendre des années. Hein, des groupes comme les grands groupes que je cite, quand ils doivent changer la façon dont ils approvisionnent... C'est des paquebots, c'est long à tourner. Exactement. Donc, il y a les gens, les acheteurs vont plus acheter pareil, les gens de la recherche et de l'innovation vont plus concevoir de la même façon, les gens qui travaillent dans la donnée, les gens qui travaillent dans la finance, tous ces gens-là doivent changer. Et donc, c'est une révolution, c'est ça ce qu'on veut faire. C'est que des groupes comme ça, qui ont des responsabilités sur des millions d'hectares, ils nous offrent demain un paysage dans lequel on verra la différence. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Tu as 62 ans, tu es encore hyper actif, tu crées une boîte et ça. Est-ce que ta femme t'a dit, petite question personnelle pour terminer, mais est-ce qu'à un moment donné, elle t'a dit ça serait bien qu'on se... qu'on se repose, qu'on aille se promener, qu'on voyage, etc. Est-ce que vous avez ce genre de discussions? Ouais, on a ça, ouais. On a ce genre de fantasme-là. Mais en fait, j'ai tendance à dire on se reposera quand on sera mort, en fait. Tu as pu profiter quand même en gagnant un peu d'argent pour faire des voyages, profiter avec tes enfants, etc. Malgré tout ce travail que tu donnes. Ouais, on a fait ça, on a fait des voyages, on vit bien. Enfin, on est... Voilà, mais j'ai pas de... Les seuls moments de vraie inactivité, c'est les moments de lecture, en fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Un grand plaisir. Et c'était intéressant. On n'en avait jamais vraiment parlé de la santé des sols. Et c'est un vrai sujet. On voulait faire des émissions un peu sur l'agriculture. Et c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et si jamais, d'ailleurs, il y a un agriculteur qui veut venir dans l'émission pour venir parler, ou d'ailleurs, si vous avez vécu quelque chose d'incroyable dans votre vie, et vous voulez venir comme Quentin dans l'émission, vous êtes les bienvenus. Il faut juste nous envoyer un mail avec quelques anecdotes et votre numéro de téléphone sur l'adresse qui s'affiche là. Voilà, contact@legendegroup.fr. Vous êtes tous les bienvenus ici. Merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches pour 3 émissions par semaine. 3 émissions, 3 interviews, 3 reportages, ça dépend des fois. Et on est aussi en podcast audio, on est premier podcast de France. Merci à vous d'ailleurs d'être si nombreux sur Spotify, Deezer et Apple Podcast à nous écouter. Vous pouvez nous écouter sur la route quand vous êtes en voiture, en moto, je sais pas où. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide vraiment. Et à vous abonner, vous êtes 150 000 de plus chaque mois environ sur notre chaîne YouTube. Donc merci à vous tous de vous abonner de plus en plus nombreux. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!